Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, et voulant faire connaître quels sont les motifs qui m'ont porté à cette action, j'ai écrit toute la vie que mon père et ma mère ont menée ensemble pendant leur mariage. J'ai été témoin de la plus grande partie de ces faits, et qui sont écrits sur la fin de cette histoire. Pour ce qui est du commencement, je l'ai entendu raconter à mon père. Après cela, je dirai comment je me suis résolu à commettre ce crime, ce que je pensais alors et quelle était mon intention. Nosotros expondremos el caso Pierre Rivière. El 3 de junio de 1835, en un pueblo al norte de Francia, Pierre Rivière mata cruelmente a Victoria Brion, su madre, Jules Rivière, su hermano, y Victoria Rivière, su hermana. En la escena del crimen, al entrar en una casa de una sola planta, encontramos 3 cadáveres en el suelo. Una mujer con 6 meses de embarazo, de aproximadamente 40 años, es encontrada en un gran charco de sangre que se extiende alrededor de su cabeza. A un costado de la señora Victoria se encuentra un niño de 7 años. El cerebro se encuentra totalmente destrozado. Una chica de 18 años que presenta 2 cortes, el primero penetró directamente en el cerebro y el segundo una amplia incisión en el cuello. Descripción física de Pierre Rivière. Edad, 20 años. Talla, 5 pies. Cabello y cejas, color negro. Patillas negras y poco pobladas. Frente estrecha, nariz mediana. Boca mediana, barbilla redondeada, rostro ovalado y lleno. Tez cetrina, mirada oblicua, cabeza inclinada. Viste una camisa de tela gris, gorra y botines. De los rasgos físicos, mencionaremos las cualidades más importantes de su comportamiento. Comportamiento del asesino. No manifestaba afecto a sus padres, odiaba a su madre. Duro de carácter, amenazaba a niños con tirarlos al pozo, crucificaba animales, construía artefactos para matar pájaros, hablaba solo en un extraño lenguaje, aberración por las mujeres y animales del sexo femenino, memoria extraordinaria. Cumplía las obligaciones de la iglesia, decía ver al diablo y pactar con él. Él leía mucho la Biblia, libros de derecho romano y el catecismo de Montpellier. Historia familiar. 1813. El padre de Rivière se casa con Victoria Brion para no ser reclutado por el ejército. 1821. Pierre comienza a vivir con su padre. 1822. Nacimiento de su hermano menor Próspero, que padece de sus facultades mentales. 1824, nacimiento de Jean. 1826, muerte del abuelo paterno. 1828, nacimiento de su hermano Jules. 1833, principio de los grandes problemas de dinero entre el padre y la madre. Siendo las 12 del día, comete el crimen y huye. Vaga por el bosque y al darse cuenta de la gravedad del acto que cometió, decide suicidarse, pero su temor a Dios se lo impide. Después de recitar unas plegarias, viaja a la ciudad. Un hombre le ofrece asilo y comida. Sin embargo, un oficial lo identifica, es registrado y llevado a prisión. Motivos del fragmento de su memoria. Pierre Rivière decide escribir una memoria en la cual narra los motivos por los cuales asesinó a su familia. Dejó de ir a la escuela y comenzó a trabajar con su padre. En esa época se sintió devorado por ideas de grandeza e inmortalidad. Quería mucho a su padre y sus desgracias le afectaban mucho. Observaba cómo su madre y hermana maltrataban a su padre. Olvidó todos los principios que debía hacer que respetara a su madre, a su hermana y a su hermano. Incluso tuvo la impresión de que Dios le había encomendado esta misión y que la realizaría justamente. Conocía las leyes humanas, las leyes de la policía, pero él creía que estaba por encima de ellas. Quiso afrontar esas leyes. Le pareció que sería una forma de alcanzar la gloria y la inmortalidad al morir por su padre, y así decidió cometer el crimen. J'aimais beaucoup mon père. Ses malheurs me touchaient sensiblement. Toutes mes idées se portèrent sur ces choses et s'y fixèrent. Je conçus l'affreux projet que j'ai exécuté. Je pensais à cela à peu près un mois auparavant. Je regardais mon père comme étant entre les mains de chiens enragés ou de barbares contre lesquels je devrais employer les armes. Je voulus braver les lois. Il me sembla que ce serait pour moi une gloire, que je m'immortaliserais en mourant pour mon père.
L'exemple de la Roche-Jacquelin me sembla avoir un grand rapport avec ceux qui me regardaient. Il mourut à la 21e année de son âge pour soutenir le parti du roi, disant à ses soldats, « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Je lus dans une histoire des naufrages que lorsque les marins manquaient de vivres, ils faisaient sacrifice de quelqu'un d'entre eux pour sauver le reste de l'équipage. Je me pensais, je me sacrifierais aussi pour mon père. Tout semblait m'inviter à cette action, même jusqu'au mystère de la rédemption. Ayant pris ces funestes résolutions, je résolus de les mettre à exécution. J'eus d'abord l'intention d'écrire toute la vie de mon père et de ma mère, de mettre au commencement une annonce du fait et à la fin mes raisons. Ensuite de commettre mon action, d'aller poster à la poste mon écrit, et puis de me tuer. Mais ma sœur aimée voulut voir ce que j'écrivais, et craignant qu'elle lût cette annonce, je la brûlai. Et je pensais que j'écrirais seulement la vie de mes parents, sans me cacher, et que je mettrais les raisons après, secrètement. Je me levai donc une nuit ou deux pour écrire, mais je dormis presque toujours et ne pus écrire que peu de choses. Alors je renonçai à écrire. Et je pensais qu'après le meurtre, je me ferais prendre par le procureur et que je ferais mes déclarations ensuite, que je mourrais pour mon père, qu'on avait beau soutenir les femmes, que celles-là ne triompheraient pas. Autrefois on vit des Jaël contre des Siraras, des Judith contre des Holofernes, des Charlotte Corday contre des Marat. Ce sont les femmes qui commandent à présent. Ce beau siècle qui se dit siècle de lumière, cette nation qui semble avoir tant de goût pour la liberté et pour la gloire obéit aux femmes. Les Romains étaient bien plus civilisés qui donnaient au mari le droit de vie et de mort sur sa femme. Les Hurons et les Hottentots, les Algonquins, ces peuples que l'on dit idiots le sont même beaucoup mieux. Jamais ils n'ont avili la force. Et ce sont toujours été les plus forts de corps qui ont toujours fait la loi chez eux. Je pensais que ce serait une grande gloire pour moi d'avoir des pensées opposées à tous mes juges, de disputer contre le monde entier. Je me représentais Bonaparte en 1815. Je me disais, cet homme a fait périr des milliers de personnes pour satisfaire de vains caprices. Il n'est donc pas juste que je laisse vivre une femme qui trouble la tranquillité et le bonheur de mon père. Je pensais que mon nom allait faire du bruit dans le monde, que par ma mort je me couvrirais de gloire, que mes idées seraient adoptées dans les temps à venir et qu'on ferait l'apologie de moi. Je pensais aussi que comme je devais venir devant les juges soutenir mes opinions, qu'il fallait que je fisse cette action avec mes habits du dimanche, pour partir pour vivre aussitôt qu'elle serait consommée. Al principio se creía que las enfermedades mentales eran producidas por divinidades. A estas personas se les consideraba como pecadoras, impuras, criminales y eran discriminadas por la sociedad. Comenzó a surgir una nueva disciplina, que es la psiquiatría. Pinel y su alumno Esquirol cambian radicalmente la percepción de la locura. Ellos creían que había una parte de razón hasta en el más alienado de los individuos, por lo que había que dirigir la atención para curarlos, a través del tratamiento moral, el cual establece que no son las divinidades la causa de las afecciones mentales, sino las presiones externas y ámbitos correctos, objetando que la sociedad tiene la obligación de ayudar a estas personas. A partir de esta visión de la locura, empieza a ser considerada una enfermedad que debe tratarse por los médicos. En 1838 se impone una ley para la creación de un asilo por cada departamento francés. Por el juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial, en ocasión de homicidio con premeditación, se le acusa a Pierre Rivière de haber cometido voluntariamente el día 3 de junio de 1835 en su comunidad un homicidio en la persona de su madre, hermana y hermano. A continuación les daremos las posturas sobre el caso. J'en ai souvent entendu parler comme d'une tête exaltée, opiniâtre, que les représentations de son père ne pouvaient détourner de faire une chose si son idée l'y portait. Ce jeune homme n'avait pas de camarades, et d'après ce que j'ai entendu dire, il n'est pas allé au cabaret 3 fois dans sa vie. Je n'ai pas de connaissances personnelles relativement aux querelles entre le père et la mère. Au moment du crime, il faisait ménage séparé. Rivière père est d'un caractère très doux,
Et les témoins de leur querelle ont toujours donné tort à la femme. Un jour que je m'asseyais à côté de lui, il se retira brusquement, comme s'il avait été pris de peur. Je lui dis, et qu'as-tu donc? Le diable, le diable. Il disait que le diable était dans la cheminée. Paraît-il qu'il avait agi comme ça avec d'autres femmes. Puis il s'enfuit. Environ dans le même temps, pendant l'absence de ses parents, il se trouva seul avec la femme Quesnel. Son frère avait un jet auquel il était très attaché. On le trouva mort le matin, et la femme Quesnel l'accusa de l'avoir tué. Il soutint que non. Il réunit quelques enfants du village et alla enterrer le jet. Il mit sur la fosse un écrit « Ici repose le jet Charlot, appartenant à Prosper Rivière ». Il y avait d'autres mots que je ne me rappelle pas. Il avait 18 ans. Je ne vois pas d'autres renseignements. J'ajouterai seulement qu'il passait pour un imbécile dans la commune. Karen, ¿Rivière podría ser considerado desde su infancia un alienado mental? Mira, las circunstancias en las que vivió incrementaron su enfermedad. La locura se manifestó mediante una serie de actos anteriores y extraños al crimen que se le imputa. Estos actos son numerosos y han sido referidos por los testigos, que habían dicho que Rivière fuera considerado ordinariamente como un loco y un imbécil. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de su alienación? Claro. Rivière siempre le preguntaba a su padre si podría ir a vivir solo al bosque. Pasaba noches en la cantera. Tenía aversión hacia las mujeres, de las cuales huía gritando «el diablo». Hablaba solo, aterrorizaba a los niños del pueblo, mataba animales, siempre llevando consigo sus agujas. Creaba artefactos para cazar aves. Además, les ponía nombres extraños. ¿Podrías compartirnos algún dictamen médico que avale esta situación? Claro, tenemos el dictamen del doctor Bastel, que sugiere que Rivière estaba dotado de una memoria extraordinaria, a la que nada se le escapaba, y siendo testigo diario de las desgracias de su padre, tuvo la idea de hacerla cesar. Cuando la idea se introdujo en su imaginación sombría, acostumbrada a aferrarse a las cosas, se convirtió en el objeto de sus constantes preocupaciones. Empujado por este proyecto, todas las fuerzas de su cerebro mal organizado y exaltado por las lecturas mal entendidas, se orientaron hacia un objetivo. Bien entendu dire dans le public qu'il aurait poursuivi des enfants avec une faux, mais on disait aussi que ce n'était de sa part qu'une plaisanterie. On n'aurait plus songé à ça sans les meurtres qu'il a commis. Il paraît que plusieurs de ses voisins lui auraient vu faire à différentes époques des actes qui indiqueraient un état d'aliénation mentale. Oh, je puis vous communiquer les noms de ces témoins. Mais l'accusé m'avait toujours paru d'un naturel fort doux. Il passait pour idiot dans le village, et même dans toute la paroisse, mais je ne le croyais pas tel. Je lui ai toujours attribué, au contraire, une aptitude pour la science. Et il avait une mémoire prodigieuse. Avez-vous jamais fait une chute sur la tête? Non, monsieur le docteur. Ça aurait pu advenir pendant votre enfance. Je ne m'en souviens pas. Il me semble qu'on me l'aurait rapporté. Vous n'avez pas reçu un coup sur cette partie? Jamais, à ma souvenance. Avez-vous saigné du nez? Parfois, ou même à des époques régulières. Donc, vous n'avez jamais été saigné? Jamais. Et point de maladie de la peau? ¿Los crímenes de Rivière son resultado de una enfermedad mental? Algunos expertos consideran que sus crímenes fueron el resultado de una profunda reflexión. Los calculó, preparó y su lenguaje da fe de una total conciencia de lo que hizo. Algunas observaciones sobre el carácter y las costumbres del acusado no dejan lugar a dudas. Además, Rivière, después de cometer sus crímenes,
se dio a la fuga con intención de huir de las manos de la justicia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de su lucidez mental? Claro que sí, el acusado al ser detenido declara que cometió el crimen por orden del cielo. Intentó hacerse pasar por loco ante los ojos de la justicia para escapar a ella, pero acorralado por las preguntas, Rivière abandonó este sistema y declaró que había querido liberar a su padre de una mala mujer. Su inteligencia vuelve a manifestarse en una memoria muy detallada, redactada por él después de su detención. Es evidente que muchas de las ideas que en ellas se expresan denotan un deplorable desarreglo de ideas y juicios. La memoria que estoy comentando es muy razonable y escrita de tal forma que no se sabe si sorprende más la memoria o el crimen del que la redactó. Su inteligencia llegó a un tal estado de depravación que escogió el crimen como sistema y se construyó una lógica para el uso del mismo. ¿Podrías comentarnos el dictamen de algún doctor? Claro que sí, el certificado del Dr. Brouchard nos comenta en su dictamen que encontró síntomas de un temperamento bilioso y melancólico. Su salud era excelente, jamás se cayó de cabeza, tampoco recuerda haber recibido golpes en la misma. En resumen, a pesar de las preguntas que le formularon, les fue imposible encontrar enfermedad alguna que pudiera haberle afectado el cerebro. No pudieron observar en él el menor signo de alienación mental. Creo pues que solo puede atribuirse el triple asesinato del que es culpable a un estado de exaltación momentáneo provocado por las desgracias de su padre. Muchas gracias, Ricardo. Toute ma monstruosité et que toutes les explications de mon crime sont faites, j'attends le sort qui m'est destiné. C'est vraiment tout? Je connais l'article du code pénal à l'égard du parricide. Je l'accepte en expiation de mes fautes. Hélas, si je pouvais voir encore revivre les infortunées victimes de ma cruauté, s'il ne fallait pour cela qu'endurer tous les supplices possibles. Mais non, c'est inutile. Je ne puis faire que les suivre. Ainsi, j'attends donc la peine que je mérite, et le jour qui doit mettre fin à tous mes ressentiments. Rivière, qui avait été condamné à mort il y a peu d'années, et dont le châtiment avait été commué en peine de détention perpétuelle, vient de se pendre dans la prison de Beaulieu. Depuis quelque temps, Rivière se croyait mort et ne voulait prendre de son corps aucune espèce de soin. Il ajoutait qu'il désirait qu'on lui coupât le cou, ce qui ne lui causerait aucun mal puisqu'il était mort. Et si on n'accédait pas à ce désir, il menaçait de tuer tout le monde. Cette menace l'a fait isoler de tous les autres détenus, et alors il a profité de cet isolement pour se suicider.